Bonjour à tous, ravi d'être avec vous et nos invités en ce jeudi matin, un peu pluvieux, selon les régions, comme on a pu l'évoquer. On va évoquer ce matin donc la filière publicitaire française. On va attendre quelques minutes avant de débuter. Et c'est un sujet qui est vraiment important puisque vous le savez aujourd'hui, il y a une demande de solutions pour permettre aux annonceurs de faire d'autres choses et d'innover et en même temps de retrouver un équilibre. On parlera de tout ça dans les prochaines minutes. Et donc c'est l'occasion non seulement de dévoiler la cartographie de la French Alternative. Donc c'est une cartographie de tous les sociétés travaillant sur le média et la techno autour de la data que l'on verra en fin de webinar. Et en même temps, on va en profiter justement pour faire des focus sur des éléments importants des plans marketing avec Julien et Nicolas. Et on aura le plaisir d'avoir aussi le témoignage de Laurence de Bitdefender qui nous expliquera comment elle valorise les entreprises de la filière française. Donc c'est un sujet voilà, qui m'interpelle, sur lequel je suis assez présent. Je pense que c'est aussi une volonté de démontrer et de valoriser l'excellence de la filière française. On va voir qu'on a une excellente filière publicitaire française. Et donc, c'est vraiment à travers et ce webinaire et cette cartographie de pouvoir mettre en avant tous ces talents et toutes ces formidables entreprises. Je regarde l'heure, il est 9h30, on va attendre encore une petite minute avant que tout le monde puisse monter. Alors, la façon dont ça va se passer, ça va durer à peu près 1 heure. Vous avez en bas de votre écran plusieurs petits boutons. Il y en a deux qui seront intéressants pour vous. C'est le question, où vous pourrez poser en fait des questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On prendra peut-être pas toutes les questions donc au cours du webinaire. On les fera en fin, si cela vous va. Et vous avez effectivement le chat où là vous pouvez échanger, dire bonjour ou échanger les uns et les autres. Mais donc toute la partie question va vous permettre de poser une question quand vous le souhaitez. Et puis on les posera à nos différents intervenants en fin de webinaire d'ici une petite heure. Voilà. 9h32, je vous propose de débuter avec plaisir. L'idée maintenant, c'est que chacun puisse se présenter. On a pu rassembler donc des experts du marketing digital. Et donc, je vous laisse vous présenter. Laurence, toi? Bonjour à tous, donc je suis Laurence Legrand, Senior Online Marketing Manager chez Bitdefender que j'ai rejoint il y a maintenant 5 ans. Donc je m'occupe des campagnes d'acquisition online pour la France et plus récemment pour l'Espagne, l'Italie et je suis ravie d'être avec vous ce matin. Alors, tu nous expliqueras effectivement tous les défis de Bitdefender Oui. puisque c'est une société complètement internationale. Ouais. Julien? Bonjour à toutes et à tous, donc Julien, je suis directeur des partenaires chez Quanco, plateforme d'affiliation. On le verra plus précisément ce qu'est la performance marketing. Donc, moi, j'ai rejoint Quanco il y a plus de 12 ans maintenant. Voilà. Donc, tu connais bien ce secteur. Un petit peu. Nicolas, toi? Bonjour à tous, donc Nicolas Trollet, aujourd'hui je dirige le bureau français de Carrefour Links. Carrefour Links, en quelques mots, c'est la régie intégrée du groupe Carrefour qui est présente en Europe et en Amérique latine aujourd'hui et qui, pour certains doivent le savoir, mais des annonces récentes depuis quelques mois, a vocation à devenir une autre entité à partir de 2024. Voilà. Si vous avez des questions là-dessus, ce sera l'occasion d'en parler peut-être brièvement également. Oui, je pense que ce sera un sujet qu'on évoquera forcément, puisque c'est une annonce qui a fait un petit peu de bruit, et je pense que c'est un changement assez majeur sur le secteur du retail média. Donc voilà, tu ne pourras pas passer à côté d'une petite question sur le sujet. Je l'avais anticipé. Voilà, je m'en doute. De mon côté, Alban Pelletier, donc je suis le CEO d'OnVoice et en même temps, donc je suis le coprésident du CPA, qui est un syndicat professionnel autour justement du marketing performant. Voilà, donc c'est avec ces deux casquettes aussi que j'ai le plaisir de défendre notre formidable filière publicitaire française.
Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir ensemble le sommaire, tous les points que nous allons aborder aujourd'hui. On fera une rapide introduction sur la publicité digitale et la filière française, justement. On évoquera la façon dont Cuenco, puis Carrefour, puis Envoice accompagnent les annonceurs, justement, pour aller chercher et de la performance et en même temps de gérer des campagnes responsable. On aura le témoignage de Laurence qui nous expliquera comment Bitdefender justement utilise toutes ces entreprises du secteur qui, encore une fois, représentent une très belle richesse. Et on évoquera ensuite la cartographie. Donc, on vous présentera la cartographie 2023-2024. Vous le verrez, beaucoup de changements. On fera une petite analyse aussi. Ça donnera une bonne idée de ce qui se passe effectivement sur le secteur de la publicité digitale Made in France. L'idée, c'est de tenir 1 heure. Comme ça, on vous libère à 10h30 et puis on aura des questions-réponses à la fin. Donc voilà, ceux qui voudront rester, on y répondra avec plaisir. Donc n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions donc sur le côté. Petite introduction sur la partie publicitaire. Vous devez, j'imagine, connaître ces chiffres. Hein. La publicité digitale en France, c'est 8,5 milliards en 2022. A priori, ça devrait dépasser les 9 milliards donc, sur 2023. C'est une belle croissance l'année dernière, hein, plus 10%. C'est une croissance un petit peu plus timide sur le premier semestre 2023, puisque la croissance est seulement de 5%. Mais c'est la continuité déjà du second semestre 2022 qui est déjà très calme. Voilà, donc on espère tous que le second semestre sera plus dynamique. Mais ce qui est important, c'est de voir la répartition justement du secteur, puisqu'aujourd'hui, on a à peu près les 3/4 des investissements qui sont mis sur les gammas / les plateformes, on va dire au sens large, à la fois américaines et chinoises. Et donc, toutes les formidables entreprises françaises ou européennes que l'on va évoquer en fait aujourd'hui sont sur une part donc de 25% du gâteau. Donc on voit qu'il y a un écart considérable entre quelques entreprises et une multitude d'entreprises et on verra justement aujourd'hui comment on peut retrouver en fait un équilibre parce qu'effectivement le déséquilibre que l'on voit là a une incidence bien sûr sur vos plans. Alors les incidences justement, c'est la concurrence puisqu'effectivement, lorsque, toutes les entreprises d'un même secteur, annoncent au même moment sur les mêmes cibles ou sur les mêmes mots-clés, forcément, il y a une concurrence exacerbée entre les acteurs. Donc là, il y a plusieurs conséquences à cela. C'est d'une part, la hausse des prix, les CPM, les CPC et cetera, forcément augmentent puisqu'il y a plus, de demandes que d'offres. Et en même temps, il va y avoir une surexposition sur ces personnes qui sont touchées, puisque du coup, ils vont être sollicités de la part de toutes les entreprises du même secteur au même moment. Donc, si on prend par exemple le secteur des associations, c'est en fin d'année. Si on prend voilà, autour de la Saint-Valentin, bah forcément, c'est aussi une période très courte. Et donc, en gros, ces cibles-là vont être sursollicitées, ce qui va générer, in fine, une usure non seulement à la publicité, mais aussi à la marque à cause de la répétition justement des messages. Donc, in fine, ça donne quoi? Ça donne forcément des ROI qui sont en baisse, mais surtout une optimisation possible, puisqu'il y a une part de ces investissements qui sont du surinvestissement, qui ont des ROI plutôt bas, alors que le reste en fait de la dépense, généralement, peut avoir un très bon ROI. Donc, en fait, ce n'est pas forcément le ROI moyen qu'il faut regarder. Il faudrait plutôt le découper en quartiles ou déciles et voir effectivement quelles sont les parts des investissements chez les gammas qui aujourd'hui génèrent de la valeur et ceux qui en génèrent moins. Et clairement, aujourd'hui, ceux qui génèrent moins de valeur, c'est justement 10, 15, 20% qui pourraient être investis sur d'autres plateformes. Et on va évoquer, il y a énormément de belles plateformes ici. Et non seulement ces investissements déboucherait sur un meilleur équilibre en fait pour vous, mais en même temps forcément ils aident à l'absence de fragilisation du secteur, puisqu'il ne faut pas oublier aujourd'hui que s'il y a moins d'investissement par exemple sur les médias, c'est-à-dire qu'il y aura moins de médias, moins d'indépendance, moins de droit à l'information, et ça c'est quand même un vrai problème en tant que citoyen. Donc, le point important, hein, c'est pas de taper sur les gammas, et il faut quand même juste rappeler aussi avec qui on travaille.
Voilà, c'est quelques petites captures que j'ai pu faire sur les affaires liées au Gamma sur les dernières semaines. Voilà, bon, on voit bien effectivement qu'il y a un niveau de responsabilité qui est modeste. Donc encore une fois, l'idée c'est pas de remplacer en fait ces acteurs-là, parce qu'effectivement on y est tous en tant que consommateur et en même temps on en a besoin. Mais c'est juste de dire qu'il y a aussi une façon différente de faire du marketing digital avec des entreprises qui sont plus responsables, clairement, puisqu'aujourd'hui la responsabilité en fait de ces acteurs-là est quand même encore une fois toute modeste. Alors, ce qui est important, c'est lorsqu'on travaille avec des entreprises, notamment françaises, il y a un certain nombre en fait d'avantages à travailler avec elles. C'est non seulement la proximité, ça passe par des équipes dédiées forcément à vos campagnes, mais aussi des équipes produits. Et nous, on le voit tous les matins en fait avec nos partenaires, lorsqu'ils nous demandent en fait de développer une fonctionnalité ou d'adapter une partie de notre solution, c'est assez facile en fait de le faire parce que nous sommes très proches d'eux. Lorsqu'on travaille en fait avec une structure américaine, une structure chinoise, clairement il n'y a pas d'équipe produit en France et généralement il n'y en a pas en Europe. Et donc effectivement c'est très compliqué de pouvoir faire adapter par exemple des solutions pour répondre en fait à un besoin précis. Donc cette proximité-là, elle, non seulement dans la gestion même des campagnes, elle a l'importance, mais aussi dans l'accompagnement sur le business. C'est un atout qui est considérable d'avoir cette proximité donc avec des partenaires locaux. L'expertise, on a la chance, clairement, en France, d'avoir une formidable expertise à la fois au niveau de la technologie. On a de formidables mathématiciens et ingénieurs. On a de très, très bons communicants et experts du marketing. Et donc, ces expertises-là, elles se retrouvent également au sein des acteurs locaux. Et donc, il faut effectivement pouvoir en profiter au plus. Et le dernier point, c'est cette notion quand même de responsabilité hein, qui effectivement, je pense, nous tient à cœur à tous. Voilà, aujourd'hui, travailler avec des acteurs locaux, c'est comme pour une entreprise qui fabrique des vêtements, de travailler avec des acteurs locaux, avec des produits locaux, c'est exactement la même chose. Il y a une vraie incidence sur la responsabilité donc et l'aide à un tissu local et encore une fois, de pouvoir promouvoir notamment l'information, une information indépendante et ça c'est quelque chose qui me semble très important, surtout dans un contexte où on voit que les IA prennent de plus en plus la main. Il faut pouvoir soutenir aussi des journalistes et la presse pour pouvoir donc avoir encore une fois dans quelques temps cette information qui nous permet d'être des citoyens libres. Donc, on a toute une filière, clairement, aujourd'hui, qui est aux côtés des annonceurs, qui est prête à accompagner. Et c'est le sujet, justement, du webinaire de ce matin, de pouvoir voir tous les avantages à travailler avec cette filière. Alors, il y a un point qui est essentiel. Lorsqu'on rencontre en fait des patrons et des patrons du marketing, il y a quelque chose qu'il faut qu'on arrive tous à comprendre en tant qu'acteurs de la filière publicitaire. C'est que généralement, ce sont des équipes qui sont courtes, il y a énormément de projets, il y a énormément de complexité technique. Et clairement, l'avantage aujourd'hui d'un Google, d'un Facebook, c'est de pouvoir, avec une ou deux personnes en face, de gérer une grosse partie des budgets sur toutes les stratégies possibles, sur tous les formats possibles, etc. Donc, clairement, un des sujets et un des enjeux de la filière en France, c'est de pouvoir proposer des offres qui vous permettent d'avoir quelque chose de puissant, d'avoir quelque chose de performant et quelque chose de simple. Et je suis le premier convaincu que c'est un chantier qui est encore ouvert et que l'on doit optimiser cette partie-là, parce qu'effectivement, lorsqu'on se dit j'ai d'un côté quelques acteurs et de l'autre côté, comme on va le voir dans la cartographie, j'ai énormément d'acteurs, on voit bien effectivement que pour une direction marketing, forcément, c'est plus simple de se tourner vers un acteur qui va faire plus en termes de part de son budget. Donc, on a une responsabilité, nous, en tant qu'intervenants, en tant que filière française, aussi de pouvoir vous aider à avoir des choses, encore une fois, simples, puissantes et performantes. Et donc, on a encore du travail à faire, bien sûr, de notre côté. Voilà pour la petite introduction. Ce que je vous propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet sur la façon justement dont les acteurs de la filière française, dont Coenco ou
Carrefour Links peuvent vous aider. Et donc, Julien, à toi maintenant à la parole pour nous présenter comment tu peux accompagner les annonceurs facilement et efficacement. Merci Alban. Alors avant de vous expliquer comment on accompagne, je pense qu'il est bien de rappeler la définition de ce qu'est le marketing à la performance. Alors pour moi, l'affiliation, c'est un peu comme une recette. Voilà. Il faut un annonceur, un affilié, plusieurs pour les gourmands, et une plateforme d'affiliation, bien mûre de préférence. L'annonceur, lui, vient avec des objectifs concrets. Il veut obtenir de la visibilité, du trafic et surtout acquérir de nouveaux clients, générer des ventes. Et derrière, vous avez tout un réseau d'affiliés qui va officier pour répondre à tous ces besoins. Donc l'affilié, lui, son objectif principal, c'est de monétiser des contenus. Donc ça peut être un blog, un site thématique qui va monétiser un article, par exemple, ou des espaces publicitaires via des bannières. Ça peut être un site de code promotion qui va monétiser ces espaces avec de la proposition de bons plans, ou même des solutions de réengagement, de remarketing, où là, on va rentrer dans une phase un peu plus complexe, on le verra un peu après. Et le tout est intermédié par une plateforme d'affiliation qui, elle, va intermédier de manière commerciale, donc la mise en relation d'un annonceur avec des affiliés, mais aussi technique, puisque le tracking, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui va en fait permettre à un annonceur de mesurer la performance de son programme et à un affilié de pouvoir être rémunéré contre une performance. Donc, quand on parle de performance, un affilié qui va générer une vente va avoir une rémunération au pourcentage à la vente, ce qu'on appelle CPA. Et si c'est une génération d'un lead, par exemple, on sera sur des commissions au CPL avec un frais fixe. Alors, on me pose la question souvent des bénéfices du marketing à la performance. Je pouvais lister une vingtaine de bénéfices pour nos annonceurs. Je vais vraiment me focuser sur 4, les principaux selon moi. Tu parlais tout à l'heure de simplicité, Alban. Elle est importante. Parce qu'aujourd'hui, les plateformes d'affiliation dans sa globalité sont très simples d'utilisation. Pour activer un programme, on crée un compte pour l'annonceur. L'annonceur nous donne des supports de communication, tels que des bannières, des flux produits. On les intègre. L'annonceur doit aussi, lui, taguer son site avec des tags, notamment des tags de confirmation de page commande ou de génération de leads. Et ensuite, on va connecter le réseau d'affiliés, c'est-à-dire qu'en 48 heures, on peut déjà obtenir les premiers résultats. Ensuite, il faut souligner le fait que les plateformes sont généralement très intuitives et simples de suivi et de lecture statistique de la diffusion. Ensuite, la performance marketing, c'est un modèle qui est sans risque. Pourquoi? Parce qu'on va payer uniquement au résultat. Donc, l'annonceur va rémunérer uniquement les ventes, les leads de son programme. Ensuite, ce qui est important de garder en tête, c'est qu'il y a une vraie maîtrise des KPI qu'on aura préalablement définis ensemble, donc avec l'annonceur. L'idée, c'est de se dire que, comme je le disais, on va pouvoir mesurer dès l'instant qu'une bannière est affichée sur un site Internet jusqu'au clic sur cette bannière et générer la génération de la vente, et derrière du lead. Du coup, tout ça fait qu'on va pouvoir maîtriser tous ces KPI, on va pouvoir maîtriser le budget, le nombre de ventes, le nombre d'emails envoyés, le volume de clics envoyés sur le site Internet de notre client. Ensuite, ce qui est intéressant pour travailler, quand on collabore avec une plateforme d'affiliation, c'est qu'on va vraiment pouvoir aller diversifier les leviers. Donc, on va couvrir l'intégralité du tunnel de conversion. Donc, du début de l'intérêt avec de l'influence marketing, j'en parlais tout à l'heure, des blogs, jusqu'à de la comparaison de prix, donc intégrer des flux produits sur des comparateurs, jusqu'à la fin de tunnel avec la conversion finale, tout ce qui est site de bon plan ou site de cashback. Et bien évidemment, en s'associant à des sites surpuissants, comme des sites des médias, par exemple, ou des sites de clubs de fidélité bancaire, on va toucher une audience hyper large et potentiellement aussi segmentante.
là, on peut officier sur des cibles comme des étudiants, par exemple, en allant chercher des sites dans cette thématique-là. Ouais, donc on est très très loin de l'affiliation telle qu'on la connaissait il y a 10-15 ans, avec des sites perso, etc. Hein. Tout ce que tu nous décris là, ça montre bien l'évolution de l'affiliation sur les dernières années. Exactement. Effectivement, l'affiliation, comme je l'ai commencé, elle a totalement changé. Je le disais rapidement, mais on couvre l'intégralité du tunnel de conversion et on va même au-delà et se positionner des fois comme agence. Je parlais de l'influence marketing, accompagner des clients juste sur des sujets bien précis. Alors, pour la présentation de Quanco, Quanco, c'est avant tout une aventure entrepreneuriale française qui a débuté en 2003. Donc là, on va fêter nos 20 ans en fin d'année. Quanco, aujourd'hui, fait partie du groupe Vertical Ads depuis maintenant, depuis quelques mois maintenant. Donc, c'est un groupe allemand. Donc, Quanco s'est associé à ce groupe-là, Vertical Ads, pour devenir le numéro 2 européen du marketing et de la performance. Aujourd'hui, on a plus de 230 collaborateurs qui vont manager un peu plus de 3000 programmes sur autant de pays qu'on peut les couvrir. Aujourd'hui, on officie principalement en Europe, mais aussi outre-Atlantique, en ayant des bureaux à Sao Paulo pour la petite histoire. Donc, nos clients les accompagnent, je le disais, sur tous les sujets d'acquisition, lead, vente. Je vous ai mis quelques petites références, notamment des gros clients comme Accor, FDJ, Engie, et un que je peux pas, qu'on a caché volontairement puisque c'est en cours, avec le petit carré noir. Alors, pourquoi bosser avec Quanco? Les avantages pour un annonceur. Je le disais, c'est l'expérience, l'expertise. Ça fait 20 ans qu'on fait de l'affiliation. On a une fidélisation de nos collaborateurs qui fait qu'en moyenne, on a 5 ans d'ancienneté chez Quanco et on a des personnes qui vont se spécialiser sur certains secteurs, sur le travel, sur la génération de leads pour la partie servicielle, banque, finance, assurance, par exemple. Et donc, toute cette expertise va aussi être bénéfique pour nos clients, en plus de l'accompagnement. Tu parlais tout à l'heure, Alban, des équipes expertes. Cet accompagnement, il est fort chez nous puisqu'on va vraiment s'adapter aux problématiques du client que l'on va accompagner tout au long de son programme d'affiliation. Et comme tu l'as dit, on est en méthode agile et donc on va pouvoir aussi s'adapter aux clients, s'adapter aux outils qu'ils utilisent pour pouvoir être efficient. Une chose qui caractérise Quanco, c'est aussi un réseau qui est international, je le disais, avec plus de 180 000 publishers. Si je fais un focus sur la France, on a 45 000 éditeurs qui sont actifs et aussi cette BU dédiée à la partie influence marketing avec plus de 7 000 influenceurs intégrés sur la plateforme. La technologie, elle est hyper importante pour Quanco. Je le disais, c'est une plateforme qui est intermédiaire commercialement parlant, mais aussi technologiquement parlant. Le tracking, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, on a un tracking qui a évolué avec le temps, qui va s'adapter aussi aux problématiques qu'on va rencontrer dès 2024 avec la disparition des cookies. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais aussi, on a une plateforme qui se veut, encore une fois, agile et s'adapter en fonction des nouveautés marché. Donc là, on a une plateforme qui a moins de 2 ans et qui est utilisée par nos clients, par nos account managers et les équipes publicitaires. Et puis, je dirais, la petite cerise sur le gâteau, c'est le fait d'avoir un studio. Donc, un studio qui va proposer à nos annonceurs la génération de kits email optimisés, de landing page, jusqu'à de la vidéo. Voilà. On peut proposer l'ensemble de ces solutions. Je vais vous proposer des business cases rapidement. Celui-là, c'est mon préféré en tant que runner trailer et surtout pour avoir travaillé personnellement au lancement du site Iron, lancé en 2011. Donc Iron qui est le leader incontesté du matériel de outdoor, dira-t-on. Donc on l'accompagne depuis 2011, d'abord sur la France et maintenant on déploie sur les autres pays, à l'image de la Belgique, de l'Espagne et de l'Allemagne. Donc, on va opérer pour Iron toute la partie acquisition. Je vous ai mis quelques résultats. Ce qu'il va falloir retenir, c'est quand même les 20% de taux de croissance
moyen par an. C'est énorme. Donc ça, c'est sur l'affiliation, mais aussi de manière globale. Donc ça suit la tendance du site Iron. Un autre big case, c'est, bon là, on est plus focus sur la partie CPL, donc génération de leads. Donc là, c'est le cas de Groupama qu'on a activé chez Quanco depuis 2017. Et donc, du coup, là, qui dit lead, on dit généralement, on fait de l'emailing. Nous, on va plus loin. On va proposer effectivement de s'associer à des émulateurs, comme le Lynx, par exemple, mais aller au-delà et proposer des modèles économiques CPL, mais un mix aussi avec du CPA et donc motiver des affiliés pour qu'il y ait de la souscription derrière. Et c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir avoir un réseau qui se diversifie et on ne se cantonne pas juste à une typologie, mais on va aller collaborer avec des sites verticaux, des sites de niche, mais aussi des sites de bons plans, de cashback. Donc là, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a fait pour 2022-2023 fois 1,5 de taux de souscription pour Groupama. Dernier case aussi qui me tient à cœur, parce que j'ai créé la BU Influence Marketing il y a plus de 8 ans maintenant, c'est le cas de Veleda. Donc Veleda qui propose tout un tas de soins pour la peau. Donc voulait radicalement changer sa manière, de communiquer, mais surtout de faire de l'acquisition et ne plus se retrouver continuer à avoir un programme d'affiliation, mais vraiment aller intégrer l'influence marketing dans son mix. Et du coup, on s'est, je le disais tout à l'heure, vraiment positionné comme une agence pour accompagner dès le brief, la réponse au brief, les recommandations, le targeting des influenceurs, jusqu'à la mise en place des opérations et le pilotage avec les bilans et recommandations. Alors, grâce à Veleda, on a pu gagner un des prix d'argent sur la catégorie influence marketing. Je serais très heureux de vous le partager après ce webinaire. C'est voilà intéressant de voir qu'effectivement, c'est protéiforme. Encore une fois, on revient sur cette notion de simplification et d'expertise. Voilà, vous avez une expertise globale sur la performance et après, vous allez choisir un ou plusieurs leviers pour arriver justement à cette performance. Exactement. À la demande. Voilà pour la présentation de Quanco. Je laisse Merci beaucoup, Julien. Il y a un autre sujet qui est un sujet chaud. Vous devez le constater maintenant depuis quelques années. Il y a une formidable montée en puissance. C'est la partie retail média. Et donc, Carrefour est certainement l'un des fers de lance justement de ce secteur. Et puis, on évoquera peut-être aussi la suite. Mais clairement, effectivement, le retail média, c'est un des sujets chauds, complémentaires, qu'on ne connaît pas forcément toujours très bien. Donc, on est ravi d'avoir Nicolas qui va nous présenter justement tous les avantages du retail média. Merci Alban. Rebonjour à tous. Avant de parler Carrefour Links, il semble important, comme le disait Alban, de reparler un peu de ce qu'est le retail média et pourquoi on en parle beaucoup aujourd'hui, depuis quelques années, et pourquoi il y a beaucoup d'émulation autour de ce sujet-là. C'est qu'on est sur l'un des segments de marché, en tout cas au niveau européen, dont la valeur va doubler d'ici 2026. Donc aujourd'hui, vous êtes sur à peu près le seul segment de marché qui est à ce niveau de croissance. L'Europe, c'est la partie en vert. Dans l'IRM, on est sur entre 25 et 30 milliards d'investissements au niveau européen prévus pour 2026. Voilà, donc, qui va être dû à plusieurs choses. Déjà, une très forte accélération du e-commerce dans les différents pays. Une grosse part de la croissance va être due aussi sur tout ce qui est l'utilisation de data, first party des retailers, donc tout ce qui est travail d'extension d'audience, qui est travail de clean room, qui est insight measurement. Donc, c'est une grosse part de l'approche. Et ce qui fait que ce marché est en plein essor et va accélérer beaucoup plus vite en Europe, il est déjà très puissant aux US, mais il va accélérer beaucoup plus vite en Europe, c'est toute la partie close loop measurement et surtout un ROI basé sur des transactions réelles et sur des comportements d'achat très clairs à un niveau individu. Ça, c'est les points vraiment importants sur l'essence même du retail media et pourquoi on en parle beaucoup aujourd'hui. Pour faire rapidement la définition du retail media, on en parle beaucoup depuis 2 ans, mais en vrai, ça existe depuis de très nombreuses années. Moins digitalisé, mais toujours très présent en magasin. Pour faire simple, le retail media, c'est à peu près toutes les expositions et les mises en avant publicitaires pour les marques au sein de l'environnement d'un retailer. Donc, que vous pouvez voir en magasin, vous vous baladez dans un rayon, vous allez voir
un stop rayon, vous allez voir une PLV, vous allez voir un affichage sur un caddie, sur un chariot. C'est du retail média. Vous allez sur le site de Carrefour.fr sur son application. Il y a des produits qui sont mis en avant, il y a des travaux de référencement qui sont faits pour les marques spécifiquement. C'est du retail média. Et ensuite est venu se développer tout autour de ça une très forte digitalisation de l'ensemble des assets. Donc aujourd'hui, tout ce qui est l'extension d'audience fait partie du retail média. Il y a du DOH qui est en train de se déployer de manière très importante, également sur celui-là, à l'intérieur des magasins, en surface de vente, mais également en vitrine et en station-service, par exemple. Et s'il y a un point qui permet de faire le lien sur l'ensemble de ces assets, l'ensemble de ces outils, c'est toute la partie analytics, où on parle d'insight en avant-vente, mais également de mesures en après-vente, qui est aujourd'hui, je pense, l'une des plus grandes forces du retail média, au-delà de sa capacité à adresser de l'acheteur directement. Une fois qu'on a dit ça, le schéma n'a pas pour but, là, d'opposer média et retail média. C'est-à-dire, tout fonctionne ensemble, mais on ne va pas les utiliser pour les mêmes choses. Dans les logiques médias, on va plutôt avoir des approches de masse, de reach, des logiques socio-démo dans du media planning, des KPI qui ne vont pas être les mêmes, parfois de la visibilité, du reach, et des modèles d'achat qui vont plus être sur du CPM ou du CPC globalement. En retail média, la différence, on va être sur quelque chose de plus granulaire. Donc, on va aller beaucoup plus dans le ciblage. Le sujet va pas être de toucher 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes. Le sujet, c'est de toucher les bons profils qui sont potentiellement de bons prospects ou déjà des acheteurs de la marque pour aller développer leur vente. Donc, on a un ciblage qui est beaucoup plus précis. En termes de KPI, on va beaucoup plus être sur la vente incrémentale. Donc là, j'ai déjà un acheteur de tel type de produit. Comment je vais travailler ma stratégie pour aller augmenter ses ventes? Donc, ce soit de la fréquence, ce soit sur un niveau de volume de produits. Et sur les modèles d'achat, la différence, c'est qu'aujourd'hui, typiquement, quand vous voyez une publicité sur un site de retailer, la publicité ne s'affiche si et seulement si le produit est disponible à la vente et est en stock. C'est l'une des grandes différences que vous pouvez avoir par rapport à du média par ailleurs, c'est que la mise en avant du produit est directement corrélée au stock des magasins ou des unités Drive, par exemple, pour s'assurer la dispo produit. Ça fait une grande différence par rapport au média classique et assure une meilleure performance de l'ensemble des dispositifs. Une fois que j'ai dit ça, Carrefour Links, aujourd'hui, comment on se positionne? C'est un écosystème global, aujourd'hui, qui regroupe l'ensemble des assets Carrefour. Donc, on est présent dans 8 pays, 6 en Europe et 2 en Amérique latine avec le Brésil et l'Argentine. Là, les données que je vous partage sont focusées sur la France. Donc, on parle d'environ 14 millions de visiteurs uniques sur Carrefour.fr et son application. L'un des chiffres qui est super important, c'est les 8 millions que vous voyez. Aujourd'hui, on parle de 8 millions de profils consentis et adressables sur la data. Il y a deux aspects qui sont importants, c'est les 8 millions et consentis. Aujourd'hui, vous avez l'une des bases les plus puissantes consenties d'Europe. Le mot consentement est super important, comme l'a dit Alban, jusqu'à présent, vous avez pu voir les articles de presse et autres, et le sujet qui enflamme parfois les réseaux sociaux et autres. Vous n'avez pas de base aussi propre et consentie que celle de Carrefour aujourd'hui à un niveau européen. C'est un point important. Et le deuxième point, qui va dans la digitalisation de l'ensemble de nos assets, mais surtout une meilleure couverture de l'ensemble des environnements Carrefour. Il y a toute la partie magasin qui, même si elle est offline par essence, n'est pas en décroissance et on n'a pas prévu de l'oublier dans la croissance du retail média. On va juste la digitaliser et l'amener autrement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a 3000 écrans DOH chez Carrefour. On en aura 5000 l'année prochaine, ce qui typiquement va faire de nous le plus grand réseau DOH privé de France, à titre d'exemple. On va également digitaliser tout ce qui est le couponing et la PLV en magasin. Là, on est sur la partie produit et vous voyez tout ce qui est insight, business client et mesure omnicanal. En fait, c'est un triptyque complet. Et pour reprendre le triangle qu'avait présenté Alban au départ, donc on avait la puissance, la performance et la simplicité. Aujourd'hui, c'est notre proposition de valeur. La puissance, on l'a avec les 8 millions de volumes consentis, la puissance de Carrefour.fr. La performance, on l'a parce qu'en fait, on travaille nos stratégies
sur des insights et des business clients très précis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour chaque client, pour chaque stratégie de marque, je suis en capacité d'analyser l'ensemble de son business au sein de Carrefour, par quel canal de vente, par quelle typologie d'acheteur, la fréquence, la récence, est-ce qu'en e-commerce, il est plutôt livraison à domicile, il est plutôt drive, en magasin, est-ce que c'est plutôt hypermarché, market ou magasin de proximité. Donc, c'est toutes ces informations qui vont nous permettre de définir la meilleure stratégie possible offline et online. Et surtout, ensuite, comme j'ai une base réconciliée à l'individu d'un point de vue donné, je suis capable de faire une mesure omnicanal post-campagne de l'ensemble des activations à un niveau individu. Aujourd'hui, c'est l'une des forces, du retail média globalement, et notamment chez Carrefour, c'est que tout ce qui est activé, je suis capable de le mesurer à un niveau individu et sur différents environnements. Pour représenter un peu plus facilement, là, vous avez typiquement sur tous le long de tout un parcours shopper, tous les différents points de contact qu'on peut avoir. Donc, vous avez le on-site, tout ce qu'on appelle off-site, donc c'est toute la logique d'extension d'audience où on va utiliser la donnée pour aller toucher les shoppers Carrefour en dehors d'un écosystème Carrefour. Donc, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être l'open web, les différentes plateformes. On travaille avec les différentes plateformes aujourd'hui et on est capable d'y accéder et de les utiliser. Vous avez toute la PLV magasin, le DOH, le couponing, des échantillons sur la partie drive delivery également. Je vais finir par un business case. Celui-là, il est intéressant parce qu'en fait, parfois, on a la volonté d'opposer les objectifs en média ou en retail média. Ça ne fait que de la performance, ça ne peut pas faire de branding. On ne peut pas travailler du branding et de la performance dans la même stratégie. Eh bien si, suffit de la construire, j'ai envie de dire intelligemment, et proprement, avec les bonnes segmentations, les bons niveaux d'adressabilité pour pouvoir le faire. Là, c'est un exemple qu'on a fait avec un annonceur partenaire où on a travaillé une stratégie data sur l'ensemble d'une année. Et la durée est importante parce qu'aujourd'hui, le retail média permet de mesurer l'efficience et l'efficacité d'un dispositif sur des périodes beaucoup plus longues que 3 semaines, 1 mois de campagne, par exemple, et surtout de prouver la pertinence des dispositifs à travers le temps. Donc, on a travaillé des objectifs de branding sur les temps forts de la marque, donc des lancements, des moments un peu clés sur des événements sportifs et autres par ailleurs. On a travaillé les acheteurs de la catégorie, mais qui n'achètent pas la marque, par exemple, avec une pression publicitaire adaptée et spécifique pour cette typologie de profil. Donc là, on est sur du branding, mais on va également travailler du recrutement. Et ensuite, un gros travail sur la fidélisation. Et là, la fidélisation, en fait, vous avez différents types de segmentation où on a travaillé différemment les très gros acheteurs de la marque, des acheteurs qu'on va définir plutôt de moyens, et des petits ou, on va dire, en perte de vitesse, avec à chaque fois une répétition et une pression publicitaire adaptée à chaque segmentation. C'est super important, comme vous pouvez le voir, voilà, on a utilisé et on est présent tout au long de l'année. Et là, on a travaillé une stratégie de mesure totalement différente. Donc, je ne fais pas une campagne de 3 semaines et je la mesure ensuite. Ensuite, on travaille on va travailler sur des temps longs. Et que ce soit la partie fidélisation ou la partie branding recrutement, en fait, vont se nourrir l'une et l'autre et on va mesurer l'ensemble. Ça, c'est super important. Et on a réalisé 3 mesures sur l'ensemble d'une année, ce qui nous a permis, sur la première, typiquement, d'avoir des résultats de plus de 320 000 € de CA incrémental généré. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que une grande majorité de ce CA généré a été fait par de nouveaux clients. Ça, aujourd'hui, encore une fois, la donnée nous permet de mesurer l'incrémentalité et dans les résultats, de voir où l'incrémentalité a été faite et où on doit peut-être ajuster la stratégie, modifier les segmentations, la pression publicitaire pour aller maximiser le ROI. Et quand je parlais de méthodologie de mesure un peu spécifique, ça c'est un point super important. Là, ce que vous voyez devant vous, c'est ce qu'on appelle une matrice de passage. Avec la segmentation RFM, c'est un jargon un peu spécifique retail média, mais une segmentation RFM, on appelle ça récence, fréquence, montant. Donc, c'est l'ensemble de ces informations qui nous ont permis de définir si un acheteur était un petit, un occasionnel, un top client, par exemple. Et en fait, tout l'exercice de mesure va être de faire naviguer les acheteurs actuels ou les nouveaux dans ces différentes catégories
plutôt que de tout focuser sur un recrutement, bah, l'idée, c'est de se dire comment mes petits acheteurs, je vais en faire devenir des plus réguliers. Comment mes moyens, je vais les faire devenir des gros. Et en fait, rien qu'avec cette stratégie-là, dans le temps, parce qu'ils sont déjà acquis à la marque, en fait, je travaille l'incrémentalité et la fidélisation sans aller forcément dépenser des dizaines de milliers ou centaines de milliers d'euros juste sur du recrutement. En travaillant sa base d'existence, on peut également aller chercher un très fort taux d'incrémentalité. Et avec tout ça et les différentes mesures, bien entendu, on remet les stratégies, les segmentations à jour très régulièrement pour réallouer les budgets sur les différents profils, adapter les pressions publicitaires. Donc, c'est un travail complet tout au long d'une année, mais surtout, c'est la meilleure manière aujourd'hui d'appréhender le retail média. Quand on parle de mesures tout au long d'une année, et c'est pour ça que je disais de calculer, on va dire, la pertinence d'une activation, retail média, on parle à des clients qui vendent des produits qui ont des valeurs faciales de 2, 3, 4 euros, par exemple. Je sors un peu de l'équation, les gros produits type des télés, des téléphones qui vont sur des montants plus élevés, mais quand vous vendez des yaourts, des pâtes, des sodas, votre produit il a une valeur faciale très faible. Donc, si vous ne mesurez qu'à un instant T le ROI, oui, parfois, vous pouvez avoir un décalage entre oui, il a acheté 2 paquets de pâtes en plus, mais en fait, il m'a coûté 30 euros à recruter. Donc, en fait, l'équation n'est pas bonne. Oui, mais la différence, c'est que s'il est acquis la marque, et en fait, sur les 6 prochains mois, sur l'année qui suit, il est toujours acheteur de la marque, continue à acheter et on l'alimente pour acheter plus régulièrement, l'équation n'est plus du tout la même. Et en fait, le ROI devient juste exponentiel. Ouais, c'est vraiment une question de lifetime value, si on reprend le terme Exactement. technique. C'est ce que vous allez, donc c'est vraiment des projets en fait qui sont dans le terme. Bah, c'est là où on peut juger la vraie pertinence d'un dispositif et surtout son efficacité. Parce qu'encore une fois, comme on est sur des produits avec des valeurs faciales très faibles, acquérir un acheteur, si on pouvait le faire juste en dépensant 30 euros et que c'était acquis à vie, bon, on n'aurait plus beaucoup de travail tous autour de la table, ce serait facile et on aurait trouvé l'équation parfaite. Là, on va le mesurer dans le temps et surtout, on va voir qu'un acheteur recruté une fois, en fait, va continuer à grossir, à alimenter le business de la marque continuellement, mois après mois, si on le travaille correctement. J'aurais une question tout à l'heure sur le futur du retail média et notamment chez vous, mais je la garde pour la fin, Ça marche. si ça te va. Merci beaucoup, J'y répondrai avec Nicolas. plaisir. Merci Je pense que beaucoup. parce que c'est vrai que le retail média, c'est toujours c'est un mot qu'on voit souvent. Là, ça nous permet de mieux comprendre ce qui se passe réellement et on le verra tout à l'heure. C'est certainement aussi un secteur qui va évoluer beaucoup. En effet. Voilà, donc, maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir comment on peut exploiter. On parlait des sites médias tout à l'heure, des sites communautaires, etc., par opposition potentiellement justement à des points de vente ou à des comparateurs. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ces sites médias-là, on peut aussi trouver des audiences très intéressantes. Ce sont souvent des sites qui ont des audiences très très larges. Donc c'est ce qu'on appelle en fait l'open web hein, par rapport à l'opposition aux plateformes. Et cette volumétrie-là, en fait, elle est très conséquente puisqu'aujourd'hui, on a toujours tendance à penser qu'on passe tous beaucoup de temps sur TikTok ou Insta, mais l'open web, ce qu'on appelle aussi le display, c'est 60% du temps passé sur Internet hein, selon Médiamétrie. Donc c'est une partie plus importante que les plateformes aujourd'hui, plus importante que le search, etc. Parce qu'effectivement, il y a des milliers de sites. Et donc, toute la difficulté, ça va être d'avoir quelque chose, de trouver en fait des outils d'acquisition qui permettent d'avoir de la puissance sans discuter avec tel ou tel site, puisque là, effectivement, ça devient très, très compliqué. C'est 50 millions d'utilisateurs en fait par mois, et ce sont des signatures que vous connaissez très bien. J'en ai mis quelques-unes là. C'est soit de la déco maison et travaux, ça peut être des sites communautaires comme Allociné sur le cinéma, des sites tendances comme Le Bonbon, etc., etc. Ce sont des milliers de sites. Et toute la difficulté aujourd'hui, c'est de trouver les bonnes audiences parmi ces millions de personnes, parmi ces dizaines de milliers de sites. Donc on a un terrain de jeu qui est conséquent, mais avec une problématique effectivement d'aller chercher les bonnes cibles facilement. L'intérêt de ce secteur, l'open web, c'est la puissance, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, 60% du temps passé sur Internet.
c'est la créativité. On a la possibilité de faire des choses très différentes. C'est-à-dire que lorsqu'on est sur du search, voilà, on est quand même très limité sur la créativité. Lorsqu'on est sur une vidéo, même sur TikTok, on a des standards. L'intérêt en fait de l'open web, c'est qu'on a des sites complètement différents. On peut faire des opérations spéciales, on va pouvoir faire des vidéos interactives, on va pouvoir faire des choses traditionnelles avec du texte. On a l'ensemble en fait des possibilités à disposition de ce secteur. La performance, parce qu'effectivement l'open web, on a toujours l'impression qu'on ne peut pas en tirer performance tout à l'heure. On le verra. C'est vraiment une question en fait justement de ciblage et de gestion des campagnes. On peut très bien tirer d'excellents CPA ou CPL en utilisant en fait ces formats. On le verra tout à l'heure et je ne reviens pas sur la responsabilité et la transparence, mais c'est sûr que c'est un secteur qui est beaucoup plus transparent sur ce qui est pratiqué, qui est scruté. Et donc, effectivement, je pense que toutes les personnes autour de cette table agissent justement à la fois dans le bien des marques, en étant transparent et responsable, et en même temps respectueux des consommateurs. Et ça, c'est un point qui est ultra important pour que du coup, cette publicité puisse continuer à se développer. Alors, quelques mots sur OnVoice. Nous, on a un opérateur de campagne sur le display. Donc, notre terrain de jeu, c'est ce qu'on vient de voir, c'est l'open web. C'est comment on peut accompagner des marques et des agences à aller chercher de la performance sur ce terrain de jeu qui est colossal et qui est ultra fragmenté, puisqu'il y a des dizaines de régies, des centaines et des milliers de sites. Et tout notre job, à travers en fait de la technologie, ça va être de pouvoir gérer des campagnes à la fois puissantes et avec de la performance, mais de le faire de manière très, très simple. Et la technologie, clairement, nous aide énormément, puisqu'on va avoir des algos de ciblage qui vont nous permettre d'identifier parmi les 10 millions de visiteurs uniques sur Allociné, les quelques milliers ou dizaines de milliers qui sont intéressants pour telle ou telle marque, et puis de le faire sur l'ensemble des sites. On va avoir des algorithmes en fait, de gestion des campagnes qui vont permettre d'optimiser justement les campagnes. Et qu'on parle de performance, hein, c'est vraiment de la génération de ventes, de la génération de leads. Donc, ce n'est pas simplement en fait, une approche de reach qui existe, qui fonctionne bien aussi au niveau des régies, mais ça va être d'aller chercher en fait, de la performance. Et puis, on a des algos qui vont permettre aussi de scorer les emplacements, puisque tel format sur tel site n'a pas la même transformation ensuite qu'un autre format sur un autre site. Et donc, toute cette technologie-là va nous permettre de faire des campagnes de manière très simple et d'aller chercher de la performance. Et on y reviendra tout à l'heure avec Laurence, puisqu'on a le plaisir d'accompagner Bitdefender maintenant depuis quelques temps. L'approche responsable, encore une fois, c'est la transparence. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, et ça, c'est véritablement important pour que chaque marque puisse retrouver aussi le contrôle de ses investissements. Et clairement, pour moi, c'est un point effectivement qui est essentiel pour qu'on puisse, encore une fois, avoir une publicité responsable et respectueuse de tous. Donc, on va travailler à la fois avec des grands groupes, type voilà, Renault, Dacia. On travaille énormément avec des ETI, donc des structures qui font entre 100 millions et 1 milliard, qui n'ont pas forcément une grosse agence avec eux, mais qui cherchent des partenaires. Et nous, on a vraiment un positionnement de business partner, puisqu'on va pouvoir gérer l'ensemble en fait des points de contact, comme je vais pouvoir le présenter ici. On va pouvoir intervenir sur le top of mind, sur la prospection, sur le reciblage et même la fidélisation. Donc, on va mettre en place sur toute partie en fait de ce canal de transformation les bons leviers. À chaque partie, on va trouver en fait justement le bon KPI et la bonne approche pour pouvoir générer en fait le maximum de performance. Ce qu'on aime bien faire, c'est effectivement accompagner une marque du début du tunnel de conversion jusqu'en bas. Je vous ai mis un exemple en fait avec Damar. C'est des choses qu'on fait aussi avec BNB Hotel ou Fortuneo, où on va débuter la prise de contact en fait avec de la vidéo, potentiellement de l'audio, et on va avoir ensuite une scénarisation de la prise de parole pour ramener justement la personne à convertir. Donc, on va aller chercher des nouveaux clients, des prospects qui ne connaissent pas encore forcément la marque, qui n'ont pas encore consommé cette marque-là, et on va leur raconter en fait une histoire à travers une scénarisation faite à travers les algos que j'évoquais tout à l'heure, qui vont permettre justement d'accompagner l'utilisateur d'une phase de considération à une phase d'achat et même de fidélisation, puisque quelqu'un qui a acheté il y a quelques
il y a quelques semaines, vous avez effectivement tout intérêt à l'aider à revenir. Et c'est vrai qu'on parle souvent de coût d'acquisition, mais comme le disait Nicolas, le point clé, c'est non seulement d'acquérir de nouveaux clients, mais c'est aussi de les fidéliser, de les faire grossir. Et donc, effectivement, cette notion de schéma complet jusqu'à l'affiliation, c'est quelque chose typiquement que l'on peut faire avec Damar. Donc, voilà, ça va synthétiser un petit peu ce que je disais tout à l'heure, hein, mais les points clés, c'est effectivement la simplicité. Voilà, si Laurence, si Fortuneo, si BNB, si Damar, etc. travaillent avec nous, c'est parce que c'est simple. On prémâche justement toute cette difficulté à adresser tous ces canaux, tous ces formats, toutes ces régies, etc. On est une sorte de centralisateur. C'est la puissance. Encore une fois, aujourd'hui, on est connecté à des milliers de sites à travers en fait une dizaine de SSP. On touche une 50aine de millions de profils par mois. C'est la performance. Lorsqu'on parle de performance, c'est lorsqu'on est sur des approches de top of mind. C'est vraiment un coût à la vidéo complétée. C'est ça qui nous intéresse, c'est que la personne puisse avoir vu le message à 100%. Et ensuite, ça peut être du CPA, ça peut être du CPL, ça peut être du ROAS. Voilà, on est vraiment dans ces logiques en fait de performance avec un modèle en fait au CPC. Et pour arriver à ça, dans un écosystème encore une fois qui est l'open web, qui est assez compliqué en fait à gérer, beaucoup de technologies. Hein, je reviens sur ce que disait Julien tout à l'heure. Voilà, on retrouve de la technologie voilà, chez Google et chez Facebook, mais aussi sur un certain nombre d'acteurs. Nous, clairement, on est une société en fait techno. On s'appuie sur cette technologie-là pour pouvoir gérer de manière facile en fait ces campagnes. Et puis encore une fois, c'est le respect des internautes et le respect des annonceurs et des marques qui est un point ultra important pour nous. Alors, plutôt que de vous présenter un cas, l'idée, c'est justement plutôt de vous montrer comment voilà, un annonceur, une super marque comme Bitdefender, aujourd'hui utilise non seulement Android, mais l'écosystème. Voilà, et Laurence a eu la gentillesse en fait de pouvoir partager son expérience et son expertise sur l'utilisation effectivement de tous ces outils, de toutes ces propositions de valeur qu'elle a sur la table. À toi, Laurence. Merci Alban, rebonjour à tous. Donc effectivement, moi je me positionne du côté annonceur. Alors Bitdefender, je vais vous faire une rapide présentation pour ceux qui ne connaissent pas. Donc nous sommes un leader mondial en cybersécurité. Bitdefender a été fondé en 2001. Nous avons 12 filiales à l'international. Les produits sont distribués dans 150 pays aujourd'hui. Nous sommes un éditeur européen leader, en particulier grâce à l'approche, à une vraie culture de l'innovation que nous avons développée depuis toutes ces années. Les experts aujourd'hui sont unanimes. Nous avons les meilleures technologies depuis plus de 10 ans. Nous avons des récompenses régulièrement attribuées par les organismes et la presse spécialisée. Par exemple, on a obtenu depuis les 10 dernières années la récompense du produit de l'année 5 fois. Et donc, cette récompense ne peut pas être attribuée 2 années de suite. Donc, voilà, je vous laisse faire le calcul 5 fois en 10 ans. Voilà, donc on est vraiment reconnu comme un leader mondial en cybersécurité. Aujourd'hui, en tant qu'annonceur, donc les leviers que nous utilisons, alors les campagnes digitales que nous menons ont plusieurs objectifs. Elles s'articulent autour de quatre axes. Donc, le premier, c'est la notoriété. Effectivement, on reparle du branding, accroître la notoriété de Bitdefender en France. Identifier et cibler de nouveaux prospects, c'est très important, et les convertir effectivement en clients via le site bitdefender.fr. Et un point très, très important, c'est la maîtrise des KPI et du coût d'acquisition pour un nouveau client. Le contexte est assez porteur pour nous aujourd'hui. Il y a une prise de conscience des enjeux de la cybersécurité, une recrudescence des menaces avec le contexte géopolitique de ces derniers mois, et de nouveaux usages avec une hausse des achats e-commerce chez une population de plus en plus âgée, des usages de plus en plus nomades. Donc aujourd'hui, comme pour beaucoup d'annonceurs, je pense, 75% du budget est utilisé chez les GAMA, via des campagnes de social media, des campagnes de programmatique gérées de manière internationale.
des campagnes SEA, Search, Google Shopping, etc. Ou sur des leviers, des leviers complémentaires comme les plateformes d'affiliation globale ou le content commerce avec des publishers. Pourquoi on a choisi aujourd'hui de favoriser des acteurs français ou européens? Alors, nous, chez Bitdefender, on représente donc la filiale française. On est une société européenne basée à Bucarest, en Roumanie. Mais nous avons une enveloppe budgétaire dédiée pour la France. Donc, on représente la French Touch. Pour nous, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir prétendre représenter le côté français, la protection des données personnelles. En travaillant avec des acteurs français, européens, on garantit la réglementation RGPD. On travaille avec des acteurs qui vont garantir la protection des données personnelles, qui est pour nous un point primordial, notamment face à nos concurrents américains ou russes, par exemple. Donc, c'est un créneau très important pour nous. Effectivement, la maîtrise du budget, on a une vraie transparence dans les budgets, dans la manière dont ils sont utilisés. On peut positionner les campagnes en fonction des temps forts, en fonction de la saisonnalité. Par exemple, on va faire une campagne pour les French Days, une campagne purement locale à la fin du mois. L'optimisation également, selon des objectifs bien précis de rentabilité pour la France. On a un dialogue qui est mis en place avec nos partenaires, avec lesquels on peut mettre en place des phases de test and learn. Les campagnes sont optimisées selon des objectifs bien définis qui peuvent être différents, de conversion, de trafic, de rentabilité. Donc, on a vraiment un dialogue mis en place de manière fluide. Et effectivement, le dernier point, ça c'est l'accompagnement dans le suivi des campagnes. Ça n'a effectivement pas de prix pour un annonceur de pouvoir avoir une discussion ouverte sur le résultat des campagnes, l'optimisation, les prochaines étapes. Et donc, c'est un point qu'on apprécie tout particulièrement de pouvoir mener avec nos partenaires. Alors, effectivement, nous travaillons avec Envoice depuis 2001. Nous en sommes très contents, évidemment. Les objectifs, donc, lorsqu'on s'est tourné vers Envoice il y a maintenant près de 3 ans, étaient donc de recruter de nouveaux clients, de tester une nouvelle approche sur la définition de l'audience à cibler, afin de trouver de nouveaux prospects. Donc, effectivement, en un mot, l'idée, c'était de réduire la dépendance qu'on peut avoir en tant qu'annonceur face au gamma, face au budget qu'on investit, sur des campagnes qui restent finalement avec des résultats pas forcément très clairs. On est parfois dans une black box sans pouvoir en sortir. Donc, l'idée, c'était vraiment de réduire cette dépendance. Et la proposition d'Envoice donc a été de faire effectivement une analyse des profils des internautes afin d'identifier de nombreux prospects sur l'open web. On a mis en place une scénarisation assez intéressante avec, comme l'expliquait Alban tout à l'heure, un premier point de contact via une campagne de branding, une campagne de vidéo, puis un reciblage grâce à une campagne de prospection. Donc, la campagne a été rapidement mise en place. On a créé une vidéo pour avoir une campagne de notoriété top of mind. Et les internautes qui visitent, qui se rendent sur la vidéo, sont reciblés avec une campagne de prospection bannière Native Ads. On a une manière de cibler, de traquer les résultats qui fonctionnent très bien avec Envoice. On a également mis en place des campagnes contextuelles, donc ça nous permet de mettre des campagnes vraiment adaptées au marché français, Back to School, le mois de la cybersécurité qui arrive en octobre, et donc de recruter de nouveaux clients. Alors les résultats, donc effectivement, donc c'est beaucoup de chiffres, mais c'est important pour un annonceur d'avoir des résultats objectifs par rapport aux objectifs fixés. Les campagnes Envoice ont obtenu très rapidement des résultats bien supérieurs aux campagnes internationales, les campagnes gérées globalement par le siège.
avec un CTR de 0,21%, qui est plus du double des standards attendus. Les vidéos, alors ça, ce sont des résultats pour 2022, mais globalement, on a fait des changements de stratégie, je vais vous en parler. Et les vidéos, on fournit un bonus d'impression de 75%. On a réussi à avoir un CPM bien en dessous de 42% inférieur au CPM max qui était prévu. Donc, on a finalement réussi à trouver avec OnVoice une manière de faire nos campagnes digitales en maîtrisant les coûts d'acquisition. On a un suivi chaque mois du coût d'acquisition d'une conversion. On a vraiment une volonté de suivre le coût par conversion. Et également, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de pouvoir mettre en place différents objectifs de campagne. On a revu, par exemple, en 2023, avec les équipes OnVoice, les objectifs. On était sur un objectif plutôt ROI avec un coût d'acquisition. On est plutôt sur un objectif trafic maintenant, par exemple. Donc, voilà, en fait, la vraie flexibilité, elle est obtenue grâce à cette collaboration qu'on a pu avoir ces dernières années et pour laquelle, effectivement, nous sommes très satisfaits. Voilà. Merci beaucoup, Laurence. Mais ton témoignage est intéressant parce que du coup, ça vraiment montre, voilà, en dehors de ce que tu fais avec nous, et on est ravis de le faire, mais tes attentes, effectivement, en termes d'accompagnement, en termes de responsabilité et en termes de performance. Et on voit bien effectivement que c'est un triptyque. Il faut que tout ça, ça puisse matcher. Et ça revient, ce que tu dis, en fait, à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait d'avoir des partenaires proches, bah, ça aide à faire évoluer les modèles, à faire évoluer les objectifs, à tester des choses. Et ça, je pense que c'est une valeur assez considérable par rapport effectivement à des plateformes qui sont un petit peu lointaines. Donc voilà, en tout cas, on est ravis de collaborer avec vous et puis de t'avoir pour ce témoignage, ce qui est assez rare, parce que du coup, généralement, on aime bien raconter ce qu'on fait sur TikTok et Insta, et moins sur le reste. Donc, merci beaucoup de ce témoignage. Si vous avez des questions à poser, alors n'hésitez pas dans la partie donc questions en bas. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer justement sur la cartographie, donc la French Alternative. Donc, ce qu'on appelle en fait la French Alternative, ce sont justement toutes ces structures qui sont dans le secteur publicitaire, Made in France. Donc, ce qu'on appelle le Made in France chez nous, c'est soit une création en France, soit un centre de décision en France, soit des actionnaires en fait français. Donc, on a quelque chose donc vraiment de très local. On a lancé une première édition en 2022 qui avait fait pas mal de bruit. Donc celle-ci, je sais qu'elle est très attendue et donc on a pu rajouter à ce qu'on faisait l'année dernière une seconde approche, puisque l'année dernière on avait commencé sur la partie média. Voilà, tous les acteurs en fait qui gèrent du média pour le compte en fait des annonceurs, donc des adtech purs, des intermédiaires comme nous, comme Criteo, mais et aussi des régies. Et on a rajouté en fait une partie fournisseur de techno et de data. C'est la partie que l'on voit un petit peu moins aujourd'hui, puisque les annonceurs voient en face d'eux des vendeurs d'espace. Mais effectivement, il y a toute une partie techno en dessous, et il nous a semblé en fait important de la valoriser parce que, encore une fois, on a la chance en France d'être très bon sur cette partie-là. Et donc aujourd'hui, vous verrez, on a deux mappings, un mapping vraiment fournisseur de médias et un autre fournisseur de data et de techno. Il n'y a pas d'agence, donc ce sont vraiment des gens qui gèrent en fait l'espace qu'ils ont ou auxquels ils accèdent, mais effectivement, ce ne sont pas des agences, ce sont vraiment des gens gérant le média. Sur la partie France, je l'ai évoqué tout à l'heure, on a quelques entreprises qui ont été rachetées en 2023, que l'on a encore, mais qui seront fusionnées avec leur groupe, leur maison mère en fait en 2024. Vous verrez, c'est un secteur qui bouge beaucoup. Il y a beaucoup de rapprochements, ce qu'on appelle des build-up aussi, la construction de groupes plus importants. C'est un secteur vous allez voir qui est très dynamique. On a donc analysé 567 entreprises, il y en a 206 qui ont été retenues, donc selon les critères que j'ai pu évoquer tout à l'heure, avec les deux approches, dans 52 catégories. Donc l'intérêt de ce mapping-là, c'est de pouvoir, en fonction de votre problématique, d'identifier très facilement là où les entreprises qui peuvent vous aider, que cela soit effectivement sur, je sais pas, du push SMS, du retail média, du display ou de l'affiliation. Vous allez pouvoir en fait identifier rapidement toutes les entreprises qui vous intéressent.
Donc ça, c'est le premier mapping. Donc vous recevrez à travers donc le lien du replay et en même temps vous recevrez la présentation. Vous l'aurez donc vous aurez tout le temps en fait de le découvrir. Vous voyez effectivement, il y a de plus en plus d'entreprises. L'année dernière, on était à 93 entreprises, on en a 200 cette année. Donc ça montre toute la richesse en fait de notre écosystème. Et donc vous pourrez donc voir secteur par secteur, catégorie par catégorie, quels sont les acteurs, donc encore une fois, qui peuvent vous aider à vous aider sur une problématique bien précise. Et donc le second mapping, c'est donc le mapping en fait des technologies, un mapping que l'on n'avait pas donc l'année dernière, qui va porter autant sur les technologies liées au programmatique que sur l'identité. L'identité, donc avec le cookie-less, on y reviendra certainement dans le Q&A. C'est une partie en fait qui est très importante aujourd'hui. Donc il y a énormément de sociétés qui peuvent aider justement à gérer toute la partie identité, optimisation des campagnes et gestion des canaux. Donc, typiquement, par exemple, sur le retail média, on va retrouver des structures qui vont vendre de la technologie permettant justement, par exemple, à des groupes, à des distributeurs de mettre en place en fait leur solution. Et puis, toute la partie green ads que vous avez en bas. Donc, ça ne se veut bien sûr pas définitif. Si vous avez des remarques, s'il vous semble opportun de rajouter des structures ou de modifier, n'hésitez pas à nous en faire part. Voilà, on mettra à jour aussi l'année prochaine. C'est quelque chose qu'on essaie de faire, de faire un suivi dans le temps, parce que c'est vraiment en fait un secteur qui évolue beaucoup. Mais ça, c'est la deuxième partie. Alors, ce que l'on en tire entre la version 2022 et la version 2023, c'est encore des créations de structures, beaucoup de créations de structures sur un marché qu'on pense assez mature, mais c'est aussi parce que les sujets sont de plus en plus nombreux. J'évoquais tout à l'heure la fin du cookie, donc on va avoir plusieurs structures qui se sont montées autour justement de la gestion de l'identité, comme Force ID ou UTIC. Le retail média, qui est un secteur effectivement très, très, très chaud, donc on évoquera certainement une Email tout à l'heure, et la mesure d'audience comme Minbi. Donc on voit qu'il y a énormément de structures encore qui sont créées. C'est un sujet donc on évoquera en Q&A, c'est le fait aussi sur Retail Media qu'on est certainement dans un début de phase de consolidation ou au moins de partenariat stratégique ou de rapprochement, parce qu'en face, en fait, c'est Amazon. Donc, pour proposer une offre qui puisse challenger Amazon. Aujourd'hui, on voit chaque distributeur quasiment à sa régie. Voilà, il y a fort à parier que dans le futur, il y ait un rassemblement, comme on peut retrouver d'ailleurs sur les centrales d'achat, pour avoir plus de puissance et permettre en fait d'avoir une offre qui soit plus que jamais compétitive par rapport à Amazon. On l'évoquera dans le Q&A avec Nicolas. C'est le deuxième sujet. Sur la Green Ad, on voit que c'est un sujet. Mais pour être très honnête, on ne voit pas encore une traction effectivement phénoménale sur cette partie-là. Vous l'avez vu, il y a quelques structures qui vont gérer, par exemple, du média avec une compensation carbone ou qui vont proposer en fait des solutions d'analyse des campagnes. Mais pour être très honnête, c'est pas encore un sujet qui est aussi important que dans le message que l'on retrouve dans les publicités. Aujourd'hui, vous regardez une publicité sur deux va avoir en fait un message portant justement sur on va dire toute la partie RSE. Concrètement, dans la gestion même des campagnes, on en est encore très loin. Donc c'est un sujet encore une fois qui me tient à cœur et qui me tient à cœur chez Andvoice, qu'on va suivre en fait de très très proche. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sent pas encore une traction phénoménale sur cette partie-là, notamment parce que ça rajoute aussi de la complexité. Et donc il faut arriver en fait à trouver un équilibre entre complexité et responsabilité. Et ça, clairement, je pense que c'est un enjeu pour 2024. Consolidation, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Là, on a plus de 200 entreprises. Donc, c'est à la fois très intéressant parce que c'est riche et en même temps, c'est beaucoup. C'est beaucoup notamment pour des directions marketing qui doivent se dire, mais voilà, avec qui je travaille. Donc, ce mapping doit vous aider justement à identifier les bons partenaires. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un besoin de consolidation et c'est une consolidation qui est en cours. Donc, il y a plusieurs rapprochements qui ont été lancés depuis 12-18 mois. Voilà, Julien parlait de Coenco tout à l'heure qui s'est rapproché d'une structure allemande. On est dans cette ère où il va y avoir en fait des groupes digitaux, de marketing digital, de publicité digitale qui vont être plus gros, qui vont proposer plus de solutions et qui permettront aussi aux directions marketing d'avoir quelque chose de plus simple. Parce qu'effectivement, si c'est trop granulaire, lorsqu'on est 1, 2, 3, 4, même 10 personnes dans une direction marketing, c'est très compliqué de gérer 10, 15, 20 ou 30 partenaires. Donc, c'est un sujet de fond
Et je pense que c'est une tendance qui va dans le bon sens pour vous proposer, vous, en tant que direction marketing, d'avoir des partenaires plus puissants qui vous permettent en fait d'avoir quelque chose de beaucoup plus simple. Donc, au final, avant d'aborder les questions, hein, on a une filière française qui est extraordinaire en publicité digitale. Il faut vraiment qu'on s'en rende compte. Il n'y a pas énormément de pays qui peuvent se targuer d'avoir autant d'expertise, expertise marketing comme expertise en fait technique. Filière innovante, c'est ce qu'on voit tout à l'heure hein, sur des sujets comme l'influence, comme la gestion d'identité, comme le retail média. On voit qu'il y a énormément d'innovation. C'est une filière qui est très axée performance. Vous l'avez vu avec Julien, vous l'avez vu avec Nicolas. On parle de performance, on parle de vente, on parle d'acquisition de clients. C'est vraiment une filière qui est tournée sur l'accompagnement et sur la performance, et en même temps une filière qui est transparente et clairement une filière qui est prête en fait pour vous accompagner sur le cookie-less. On l'évoquera certainement. Il y avait une question tout à l'heure dans l'auditoire, on l'évoquera, qui est prête à vous accompagner sur les challenges aussi de 2024 et le cookie-less est forcément tout en haut de cette liste-là. Donc, le vrai point, c'est souvent ce que je dis, c'est il faut avoir l'audace aussi de bousculer ses habitudes, de bousculer en fait les plans qui sont établis et qui sont souvent les uns année après année qui se ressemblent. Moi, lorsque j'avais commencé en fait dans le marketing digital il y a quelques années, voilà, on se moquait un peu des communicants qui faisaient exactement le même plan télé, le même plan en presse. On disait, ah, bah, nous, dans le digital, on innove. Mais en fait, le digital, 20 ans après, est devenu exactement la même chose qu'en télé. Je prends le plan 2022 qui ressemble au plan 2021, qui ressemble au plan 2020, alors qu'il y a énormément d'innovation, une innovation qu'on n'a pas justement. Il n'y a pas 50 chaînes de télé qui se créent ou de 50 médias, magazines. Donc, vous avez la chance d'avoir un écosystème fabuleux. Voilà. Et donc, voilà, ayez l'audace de bousculer vos habitudes et de prendre ces mappings et de regarder qui pourrait vous accompagner. Vous avez maintenant toute l'information disponible pour pouvoir faire ces changements. Merci, Nicolas, merci Laurence, merci Julien. On va avoir une petite séance de questions-réponses. Alors, je vais regarder, il y avait une première question sur le cookie-less. Peut-être que vous avez des réponses à apporter là-dessus. Moi, j'en ai, c'est sûr. Si vous voulez, quelqu'un a peut-être un sujet là-dessus, sur la fin des cookies en 2024. Si tu veux, Alban, je peux amorcer un début de réponse et puis tu viendras compléter. Du coup, nous, concernant Quanco, en fait, ça fait quand même quelques années qu'on travaille justement à la disparition des cookies tierces. On a vu des annonces de Firefox dès 2019, pardon, avec l'apparition de l'ITP2. Donc, nous, on a déjà amorcé un premier travail qui est de faire fi des cookies tiers en se basant sur les sous-domaines des clients et donc en proposant des tracking first party. Donc déjà, ça nous permet d'aller récupérer une perte liée au dépôt de cookies de 10 à 15%. Ensuite, la solution la plus fiable, ça va être la mise en place du S2S, serveur to server. Là, du coup, c'est l'annonceur, en fait, en fonction de ses outils qu'il va avoir, qui lui sont propres ou des outils tierces, qui vont nous notifier de la vente. Donc là, on va être raccord 1 sur le nombre de ventes, sur le volume de vente. Et ça a aussi d'autres avantages. Déjà, de faire fi du délai contraignant de la durée d'un cookie, qui est à peu près 30 jours en moyenne, et de pouvoir travailler. On parlait de RFM tout à l'heure, Nicolas. On va pouvoir travailler la récurrence après une post-inscription, par exemple. On a le cas avec la Française des Jeux. On va pouvoir suivre la lifetime value d'un internaute tout au long de son parcours. Voilà un peu les solutions que nous avons à notre portée actuellement. Je peux partager aussi ce qui se passe du côté en fait cookie classique dans l'open web. Aujourd'hui, en gros, pour la faire simple, vous avez un monde qui est coupé en deux déjà. Vous avez à peu près 60% des gens qui acceptent en fait les cookies et vous avez déjà 40% qui, à travers des adblockers ou du Firefox qui ne permettent pas en fait le tracking avec des cookies tiers, qui ne sont déjà plus suivis en fait par le cookie. Donc l'enjeu est de dire sur ces 60% là et potentiellement sur le reste, comment on peut remplacer en fait le cookie tiers.
Alors, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il existe plusieurs solutions. Et donc, ce qui veut dire que ça va rendre encore plus complexe pour vous, annonceurs, en fait, le travail, puisqu'aujourd'hui, vous allez avoir des identifiants déterministes, des probabilistes, vous allez avoir les topics en fait de Google, vous avez le contextuel, voilà, vous avez énormément de technologies. Et en fait, c'est clair qu'aujourd'hui, chacune de ces technologies va permettre de couvrir 10, 15, 20% de cette audience que l'on arrive en fait à traquer à 100% avec un cookie tiers. Donc la réponse est, il y a énormément de choses à faire, il y a énormément de startups. J'évoquais First ID, il y a ID5 aussi, qui voilà, ils travaillent sur des choses, LiveRamp, qui travaillent sur des choses très intéressantes. Toute la difficulté, ça va être de réconcilier ces différentes approches avec justement, encore une fois, des technos différentes pour pouvoir avoir un pool facilement exploitable. Bon, et clairement, c'est l'enjeu en fait que l'on a chez Envoice, de pouvoir réconcilier donc ces différentes approches, que ce soit les topics de Google, hein, on ne pourra pas du coup les regarder puisqu'ils représentent 60%, mais en même temps toutes les autres gestions d'identité. Et voilà, ce sur quoi on travaille en fait, c'est la réconciliation en fait de ces sous-ensembles pour pouvoir permettre en fait à des annonceurs de toucher de manière massive toujours les internautes avec justement une gestion des identités qui ne sera plus individuelle. C'est encore une fois c'est une très bonne chose, mais qui permettra d'avoir et de la quantité et en même temps un suivi de la performance encore une fois très très important et intéressant. Peut-être qu'on peut évoquer au Limitail, Nicolas, parce qu'effectivement, je pense que c'est un changement aussi qui est important. On parlait tout à l'heure de consolidation ou de rapprochement pour pouvoir proposer des offres plus puissantes. C'est clairement un sujet. Yes, avec plaisir. Pour rebondir sur la partie cookie, en tout cas, arrêt cookie, donc ID, nous, de notre côté, on a déjà des solutions en place, via LiveRamp notamment, parce que c'est une techno qu'on utilise. Et dans le cadre de Limited, dont je vais vous parler un peu, on va pouvoir bénéficier du Core ID d'Epsilon, qui est déjà très présent et bien développé, et qui est une solution sans cookie tiers. Donc, on va pouvoir travailler sur cette base-là. Unlimited, Epsilon, juste, hein, c'est la solution proposée en fait par Publicis, si je ne me trompe pas. Voilà, donc juste pour repasser, et tu vas nous oui, en parler effectivement du lien avec Publicis, certainement. exactement. Unlimited, donc c'est une joint venture entre le groupe Carrefour et le groupe Publicis, et plus précisément au sein de Publicis, l'entité Epsilon Citrusad, qui est à l'origine américaine. Et pour faire simple, grosso modo, Carrefour va apporter dans cette joint venture ses forces vives et ses assets de Carrefour, et Epsilon Citrus, principalement la technologie Citrusad, qui a été rachetée par le groupe Publicis il y a maintenant quelques années, avec ambition de devenir leader européen du retail media. Pour deux raisons, qui reprend un peu ce que disait Alban aujourd'hui, c'est que on peut être fier du marché français qu'on a sur le retail média, parce qu'on a de nombreux acteurs et qu'on peut rougir des solutions qu'ils proposent et de la croissance qu'ils génèrent aujourd'hui. Mais justement, il y a beaucoup d'acteurs avec des technologies différentes, des assets différents, certains purement e-commerce, certains très physiques, peu digitalisés, certains qui font les deux. Donc, on a un marché à la fois très différent et très fragmenté. Et s'il y a un exemple en tout cas une information qui est importante et qui explique un peu pourquoi on pense qu'il y a de la place pour créer une Limitail et en faire un partenaire important au niveau Europe des marques et des retailers, c'est qu'aujourd'hui, la part de marché d'Amazon en e-commerce en Europe, c'est aux environs de 15-17%. Sa part de marché publicitaire, elle est entre 83 et 85%. Donc aujourd'hui, on a un décrochage complet entre sa part de marché réel business et son poids publicitaire. Et c'est ce qu'on va retrouver avec Google aussi. C'est-à-dire que si on prend le poids de Google dans l'audience, il n'est pas si important que ça, alors qu'effectivement, son poids dans le marché publicitaire, il est énorme. Voilà, c'est exactement ça. Et pourquoi ça marche bien? Parce que bon, déjà, ils ont un rayonnement mondial qui est assez important. Ils ont une seule et même technologie partout. Et en soi, l'activation chez Amazon reste assez simple, ou en tout cas, ils ont fait en sorte de la simplifier et de la rendre accessible. Donc, c'est tout l'enjeu de Limitel, c'est qu'on va avoir une plateforme unique, donc qui va être Citrus, qui va être la même sur l'ensemble des retailers avec lesquels on va travailler et qui va être la même dans l'ensemble des pays avec lesquels on veut travailler. Notre ambition, c'est de devenir un peu un one-stop shop pour les retailers et pour les annonceurs, pour adresser les retailers
qui ont décidé de nous rejoindre. Aujourd'hui, on en a 13 en tout. Donc, on va dire, on aura toujours Carrefour, mais il y en a 13 autres qui ont décidé de nous rejoindre. Donc, c'est déjà une belle preuve que la proposition de valeur les intéresse, et que ce soit en France ou dans les autres pays. Donc, on a des partenaires en Espagne, on en a en Roumanie, on est en train d'en déployer, d'avancer avec dans d'autres pays européens. Donc, on va avoir cette vision, on va dire, de guichet unique pour les retailers, pour les marques. Et ce qui fait et peut faire la différence, c'est que justement, c'est qu'à la base, on est un retailer. Donc, en fait, quand on est allé parler à Kingfisher, quand on va aller parler à des retailers en Espagne, en Allemagne, en Roumanie, en Italie, en fait, on comprend leurs problématiques business, on comprend leurs enjeux, qu'ils soient financiers, qu'ils soient de transformation digitale, qu'ils soient d'adressabilité, qu'ils soient de programme de fidélité. On sait exactement quels sont leurs problèmes et leurs enjeux. Et donc, pour ayant réussi à les résoudre chez Carrefour, on a la capacité de leur amener des solutions pour gérer ça. Donc, le fait qu'on soit un retailer amène aussi beaucoup de choses et beaucoup d'intérêt pour les retailers de nous faire confiance, et par conséquent pour les marques de travailler avec nous également. Ah, mais c'est clair que ça va dans le bon sens, hein, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. La simplicité, on sous-estime souvent ça. La publicité, c'est très compliqué. Et donc, plus on apportera, nous, en tant qu'intermédiaire, justement, et acteurs du secteur de la simplicité, je pense que plus les équipes marketing seront ravies et pourront justement tester beaucoup d'autres choses. Donc, c'est une initiative voilà, que je trouve très intéressante et qui va justement dans le bon sens. Merci de cet éclairage, Nicolas. On regarde ça, on suit ça avec plaisir. Voilà, je pense que les choses vont bouger d'ici quelques semaines, quelques mois. Et effectivement, et je pense que le prochain mapping sera assez différent sur la partie retail média, même s'il y aura certainement une cohabitation encore des régies, mais ça va dans le bon sens. Ouais. Une petite question de Laurent. Laurent Dupe, existe-t-il un club des EdTech françaises, justement pour qu'il puisse y avoir en fait donc au niveau des annonceurs un suivi. Alors le mapping ça sert à ça, hein, ça sert à avoir une vision très claire en fait de qui fait quoi. Là je prends ma casquette en fait du CPA qui est donc le collectif des acteurs du marketing performant. On développe dans ce sens-là, on développe en fait un collège annonceur. Donc c'est un club aujourd'hui, c'est une association qui regroupe plutôt des sociétés autour de la tech et du martech. Et l'idée, c'est justement de pouvoir créer en fait un club annonceur où les annonceurs pourraient venir poser les questions qu'ils ont déjà entre eux. En toute simplicité, et en même temps pouvoir avoir accès à des expertises pour justement les aider à faire les bons choix sur des solutions différentes. Donc ça, à suivre sur le CPA. N'hésitez pas, si vous avez des questions là-dessus, à m'envoyer un petit mail. Mais effectivement, voilà, encore une fois, plus nous, écosystème, on aidera à y voir clair et à ce que ça soit simple, plus il pourrait y avoir de bascule. Donc clairement, on a une responsabilité à ce niveau-là. Et oui, le CPA, en fait, est aux avant-postes sur ce sujet, clairement. Peut-être une petite dernière question. Dois-je travailler en fait en direct avec des partenaires ou via une agence? Ça dépend effectivement, je pense, de la structure de chacun. C'est vrai que travailler en direct, typiquement comme on peut le faire avec Laurence, ça permet quand même d'avoir un échange plus riche que s'il y a un intermédiaire, mais ça dépend effectivement en fait du type clairement d'agence que vous avez. Il y a des agences qui sont très ouvertes et puis qui collaborent avec les différents partenaires eux-mêmes, et puis il y a d'autres qui sont un petit peu plus fermés. Mais donc là, c'est assez agnostique, mais c'est vrai que lorsqu'on travaille directement, j'imagine, avec Carrefour Links ou avec Coenco, avec Android, les échanges sont quand même plus riches et ça permet effectivement de mieux comprendre le business de l'annonceur et de mieux accompagner. Voilà. Mais je pense que chacun est agnostique sur cette partie-là. Si tu me permets, Alban, juste pour rajouter un truc sur son... Non, c'est en effet une excellente question. En fait, les deux fonctionnent, travailler en direct ou travailler en agence. Par contre, je parle pour ce que je connais le mieux, mais les retail médias, en fait, les sujets étant quand même complexes, ça nécessite, côté annonceur, d'avoir les ressources humaines, parfois technologiques, nécessaires pour travailler les sujets correctement avec les bons niveaux de timing, de réactivité. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir ces ressources-là côté annonceur, parce que c'est quand même des coûts, hein, c'est des people, des technos en plus et autres. Donc c'est aussi là où les agences sont très intéressantes, c'est qu'au-delà des ressources et de la qualité du conseil qu'elles peuvent apporter,
Voilà, elles ont aussi cette capacité je pense, à faire le lien entre les deux parties, mais surtout contrebalancer potentiellement un manque de ressources, de connaissances ou autre qu'il peut y avoir chez une marque parfois, ce qui est légitime et normal. Donc, c'est peut-être plus une question de ressources, d'outils, est-ce que c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, les deux fonctionnent. Et en tout cas, d'un point de vue régie, généralement, on s'adapte aux besoins, aux demandes des marques sur ce sujet-là. Voilà, et on n'y reviendra jamais assez. Encore une fois, c'est la problématique en fait des directions marketing. Encore une fois, il n'y a pas des ressources illimitées. C'est un marché qui est très complexe. Donc effectivement, voilà, plus on arrivera à avoir des choses simples et avec des agences, et mieux ça sera pour tout le monde. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Vous allez recevoir donc pour info le replay donc du webinaire que vous avez vu. Vous recevrez aussi un document en parallèle avec les deux cartographies donc, que vous pourrez utiliser comme vous ressemble. N'hésitez pas à partager à vos collègues, à vos partenaires, à vos amis. Encore une fois, c'est un travail collectif qui doit être le plus partagé possible. Merci beaucoup à Laurence, merci beaucoup à Julien, merci beaucoup à Nicolas. Je pense qu'on a fait un bon tour justement du marketing performant qui aide donc les annonceurs. Je vous remercie donc tous de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente journée. Voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter directement sur LinkedIn ou autre. On y répondra avec plaisir. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.